Yo, salut tout le monde. Depuis sa création il y a 30 ans, le web n'a jamais cessé de grandir, évoluer, muter. Aujourd'hui, la toile a recouvert le globe. Sites web, objets connectés, API, web services, cloud, et avec l'arrivée du web 3 et de l'IA, tout semble s'accélérer à nouveau. Mais à force de foncer tête baissée, sans forcément se soucier de la sécurité, est-ce qu'on ne va pas droit dans le mur en créant un monde où plus rien ne se rassure? Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Bienvenue à tous pour ce 8e Cybertalk. On est ravis de vous accueillir ce soir. Le thème de la soirée, le titre de la soirée, c'est 50 nuances de web. Je pense qu'on est bien dans le thème, tout va bien. Je suis une fois de plus accompagné de Nubosaurus qui se trouve juste en dessous. Salut copain, ça va? Coucou, tout va bien, Ouais. je suis prêt pour apprendre plein de choses ce soir. Parfait, t'as récupéré de l'ESNA, ça va? Ouais, ça va, puis j'ai retrouvé les couleurs actuelles, c'est Ah. parfait. Très bien, c'était juste un bug alors là-bas. Très bien. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, je rappelle rapidement. Nous sommes deux enthousiastes semi-pro, semi-noob de la cybersécurité. On a des valises et des valises de questions à poser sur plein de sujets. Le sujet de ce soir, c'est le web. Et pour y répondre, on a un invité expert en la matière qui n'est autre que Lucas qui se trouve par ici. Salut, comment tu vas? Hello, très bien. Expert, je sais pas, amateur plus, et noob professionnel également. Alors, le but donc pour nous ce soir, ça va être de gratter un maximum de connaissances et au passage aussi, peut-être nous faire aimer ce magnifique domaine qu'est le web, mais que je n'aime pas, personnellement, pour l'instant en tout cas. Pardon, ça commence très bien. Ça va partir très vite. Alors, pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, côté pro-perso, tu nous dis un peu ce que tu veux. Je t'en prie. Yes. Toujours des questions ouvertes donc. Qui je suis? Je fais une petite école d'ingé en étant plus ou moins sur mon ordinateur H24 parce que c'était pas la priorité d'écouter certains cours de management and business. Pas mal de temps sur l'info depuis petit et puis de plus en plus aussi bien côté création que un peu plus de destruction, mais toujours sans nuire à des gens. Et en perso, je sais pas trop quoi dire, une petite vie tranquille, des amis et de la tech et laisser le temps avancer. En termes de web, qu'est-ce que tu as fait, grosso modo, sans trop rentrer dans le détail? Waouh! Il y a eu pas mal de choses. Le parcours commence avec du RootMe, tranquille, à essayer de voir comment c'est, comprendre ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça s'est poursuivi avec beaucoup de tooling, essayer de voir sur quelle cible tester ce tooling. Il y a eu un petit passage exploitation de plateforme de CTF, en plus des challenges, parce que c'est un peu le saint graal d'arriver à hacker la plateforme de hack. Et ensuite, il y a eu pas mal de recherches sur diverses frameworks, divers langages, tous les niveaux. Et ma passion, voilà, qui suis-je? Je suis un tricoteur. La réponse de la première question. Prendre plein de petits bugs, tricoter, faire des gros bugs et faire des petits articles sympas pour régaler les copains. Pour ce qui est des sujets de la soirée, donc on va faire la première partie, ça va être l'état de la sécurité web en 2023. Donc on va parler un peu de ce qu'est la sécurité web en général et puis cibler un petit peu sur l'actualité. Ensuite, on va passer sur démarrer et réussir dans le web d'aujourd'hui. Donc ça va être plutôt un parcours de junior, on va dire, qui arrive dans ce milieu-là et qui a envie de se lancer. Et pour terminer, ça sera partager et enseigner à sa communauté ou avec sa communauté. Et bien sûr, on va parcourir un petit peu tout ce que tu as pu faire de ton côté. Pour exemple, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée? On va commencer avec l'état de la sécurité web en 2023. On va commencer par les bases et un petit peu de contexte. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle concrètement quand on évoque le web aujourd'hui? Ok. Quand on évoque le web aujourd'hui, quand on évoque la sécurité web aujourd'hui en tout cas, ça va être, à mon sens, tout ce qu'on peut atteindre, exposer facilement sur Internet. Donc, c'est un peu un hot take. Certaines personnes ne mettront pas l'IoT dedans. Bon, un IoT, souvent, c'est un serveur HTTP caché dedans, un peu vieux. Donc, pour moi, c'est englobé. Pour moi, ça prend en compte la sécurité cloud, parce que faut bien une infrastructure pour héberger ça. Ça prend en compte aussi bien de l'exploitation binaire de la crypto. C'est en fait tout ce qui est atteignable par Jean-Michel sur son ordinateur, web, more or less. Tant qu'il y a moyen d'y accéder à partir de chez soi, on considère que c'est du web. Après, on peut aller vraiment plus spécifiquement. Il y a du web 3, il y a du décentralisé plus, il y a du web archaïque, il y a des technos un peu plus récentes. Mais
Si on creuse un peu, tout est web. Ouais, quasiment tout est web dans le monde Tout d'aujourd'hui. a été Ok. tellement standardisé. Après, on peut dire que des protocoles sont pas du HTTP, donc c'est pas de l'internet classique, mais on peut tout exposer sur internet. À partir du moment où c'est exposé sur Internet, en fait, c'est du web. Point. Non, je peux pas dire ça, sinon je vais me faire attaquer par les puristes. Il y a bien sûr, par exemple, si on va exposer un protocole qui permet de juste de se connecter. Par exemple, si on expose un WireGuard, c'est de l'UDP, ça permet d'avoir un petit VPN auquel on se connecte. On peut pas vraiment faire rentrer ça dans une catégorie web. Après, si on fait de l'exploitation, bah, s'il y a une stack qui intègre, je sais pas, un gestionnaire de certificats pour accéder au WireGuard, si on veut attaquer le site, bah, si forger un certificat ou si attaquer le site permet de, via un rebond, interagir avec les composants WireGuard pour exposer, pour péter un site, oui. Par exemple, un RDP, c'est du Windows, souvent ça se fait en local, des fois ça se fait un peu plus loin. Bah, s'il y a moyen, lors d'une attaque sur une appli web, d'avoir des chemins de fichiers Windows un peu bizarres pour déclencher une authentification. Il y a peut-être moyen de faire des choses bizarres s'il y a une passerelle protocolaire, donc là je pense à Guacamole tout de suite. Il y a moyen de utiliser certaines fonctionnalités de protocoles qui n'ont rien à foutre dans du web pour nuire à l'intégrité du système. Donc en final, tout est un peu lié, chevauché. Mais on peut pas dire on peut pas dire du SSH c'est du web. Après, bon, si on a un SCP et qu'on peut déposer un fichier PHP quelque part, même sans avoir d'accès shell, c'est du web. Il y a le bon web et le mauvais web. Je ne Et continuerai pas cette Quelle est phrase. la différence? Non, non. Très bien. On va continuer un petit peu sur les généralités. Si je parle un petit peu plus des acteurs qu'on retrouve dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On a, alors j'imagine, des entreprises, on va avoir des pentesters, ça on connaît. Qu'est-ce qu'on a comme acteurs dans tout ce beau monde? La liste est énorme, ça va être tellement dur. En effet, il y a à la fois les entreprises, les chercheurs qui veulent soit s'amuser, soit être employés et pas chercher plus loin. Il y a la partie nettement minoritaire, j'ai envie de dire, des APT qui peuvent avoir un impact nettement plus fort, mais vous n'êtes pas censé les détecter, sauf cas particulier, sinon c'est qu'ils ont raté leur job. À côté de ça, il va y avoir la partie étatique, et là, je ne prends pas que la partie, on va dire, défense, attaque des gouvernements. Il y a aussi, pour moi, une mairie, c'est de l'étatique, ça fait partie du corps étatique. Et une mairie, ça bénéficie pas forcément de la même sécurité que le reste. Donc il y a, de manière très archaïque, il y a les gens qui essayent de faire leur taf, il y a les gens qui essayent de les emmerder, il y a les gens qui essayent de les défendre, et il y a des gens qui s'amusent et rajoutent au bordel, au joyeux bordel qu'est cet écosystème. Tu as parlé des APT, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est pour ceux qui savent pas, s'il te plaît? Yes, APT, donc pour Advanced Persistent Threat, c'est des agents qui ont des moyens donc considérés vu de loin comme illimités, et donc qui vont mettre aussi un point assez important, soit à la discrétion quand c'est nécessaire, pour aller s'infiltrer quelque part et conserver un accès et récupérer des données, ou avoir de l'impact et modifier des données pendant des années. Mais l'idée, c'est que tu ne sais pas qui c'est là, qui sont là, vraiment. Ou alors de faire au contraire un maximum de dégâts ou de bordel pour noyer autre chose, pour cacher autre chose. Et donc ça peut être aussi bien du gouvernemental que des groupes de crimes organisés, que des fois, je vais pas dire des groupes de passionnés organisés, parce qu'on peut pas arriver à un niveau de toute façon très avancé si on n'est pas passionné. Mais ça peut, dans certains cas aussi, être juste des groupes de gens très pertinents qui veulent défendre des idéaux. Je pense qu'on peut faire entrer certains groupes d'activisme pointus dans de l'APT. On a une meilleure idée d'un point de vue général des acteurs de la sécurité web. Et est-ce que tu pourrais nous donner, dans le même principe, une généralité des différents types d'attaques qu'on peut trouver associés au web? Oh, ouais, ça se fait. C'est dur, hein? C'est possible. C'est dur et pas si dur. C'est dur parce qu'on pourrait prendre un point de vue un peu de base, à savoir dire c'est le WASP, donc il y a de la XSS, de la SQLI, des choses comme ça, et c'est un très bon starting point pour commencer à se faire son intuition sur ce que c'est, sur ce qui se passe. C'est quand même vraiment cool qu'il y ait ce genre de ressources, et pas une ressource figée, mais une ressource qui est mise à jour chaque année. Donc il y a quand même vraiment du contenu et de la qualité de ce côté-là. Après, on peut assez schématiser, faciliter cette vision. Dès qu'on veut avoir un petit peu d'attaque, un petit peu
interférer avec le comportement normal d'une application web, ce qu'on va chercher, c'est des primitives utiles. C'est ce qui va modifier le comportement de l'application, la sémantique du code. C'est ce qui va aller choper un comportement qui n'était normalement pas prévu. Donc ça peut être un crash, ça peut être des caractères qui vont aller s'infiltrer au mauvais endroit et changer la sémantique. Ça peut être les primitives un peu au même sens que la partie exploitation binaire. Qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut contrôler, à quel endroit de l'application est-ce qu'on peut induire des délais ou au contraire chanter un peu pour prendre des raccourcis à l'application pour en altérer le comportement. Donc c'est ultra vague de dire ça, mais si on se dit une attaque c'est un file upload ou une XSS ou une SQLI, une injection SQL, au final on rate 95% de la surface d'attaque, au moins. Ouais, et puis donc, si ça évolue, t'es pas couvert quoi. Donc, Exactement. Donc ouais, il y a quand même pas mal de recul à prendre pour essayer de savoir tous les points d'inflexion sur une application et tous les petits... Vraiment savoir lesquels est le comportement normal déjà, et ensuite tout ce qui peut en dévier. Ok, et alors si je me place d'un point de vue d'un attaquant, on reste toujours dans le général, on reviendra un petit peu parce que tu as déjà nommé l'OWASP, ce genre de choses, mais on va revenir dessus tout à l'heure quand on sera sur les questions un peu plus techniques. Mais d'un point de vue général, comment tu pourrais déterminer l'intérêt d'un attaquant? Alors tout à l'heure tu as abordé les APT, etc., mais pourquoi attaquer? Alors, il y a un framework avec des acronymes super bien que la plupart des gens ressortent à chaque fois, que j'ai absolument pas réussi à mémoriser, la base. Mais concrètement, c'est soit la thune, soit la fame, soit la curiosité personnelle, soit le pouvoir. Donc, il y en a plus. Après, on peut rajouter. Donc ça, c'est la partie espionnage qui inclut ça. Ils disent aussi l'amour, l'ego, les choses comme ça. Ego, il peut rentrer un peu dans la partie fame. Chacun le fait pour ce qu'il veut. Dans notre monde actuellement, c'est quand même beaucoup pour le pouvoir, la thune, et derrière un peu la curiosité. Mais les gens qui sont curieux, ils peuvent le faire en local sans emmerder personne. Il y a un peu le côté, je veux me prouver. Est-ce que moi je peux faire ça? Mais j'espère que c'est minoritaire. Et que on a juste soit affaire à des vrais bad guys, soit à des vrais gens qui ont des raisons de faire ça pour de la défense nationale ou le cas échéant à de l'attaque. Quel impact ça pourrait avoir toutes ces attaques? Quand on parle de grande échelle, peut-être même niveau mondial, enfin national déjà, mondial. Ça va de micro à macro, c'est des questions si ouvertes. Je sais pas, on peut prendre par exemple en classique, les bots, WannaCry, NotPetya, enfin les ransoms qui ont fait un dégât de fou. Bon, si on a ça à l'échelle d'un pays et si l'attaque est vraiment sophistiquée à l'échelle intercontinentale, c'est des banques qui s'arrêtent, c'est des systèmes de transport qui s'arrêtent, c'est de l'approvisionnement en nourriture qui s'arrête. C'est rajouter à notre petite catastrophe naturelle actuellement, c'est des moyens pour aller sauver des vies qui peuvent plus se déplacer et communiquer. Ça, c'est ultra chaud. C'est ultra chaud. Et si on va à échelle nettement moindre, un attaquant qui arrive à juste soulever un système et faire miner ou faire de la thune, derrière, il a ce qu'il faut pour monter un réseau et faire pareil à plus grande échelle et nuire encore plus de monde. Et à échelle encore plus petite, c'est Jean-Michel, une fois de plus, sacré Jean-Michel, qui va prendre de quoi faire une petite onde électromagnétique parce que c'est un bidouilleur et qui va se rapprocher des gens qui ont un pacemaker et bam! Il y a tellement toutes les échelles et toutes ont leur importance. Ouais, donc c'est pas juste deface le site de la mairie du coin, quoi. Ça a une réelle. Si c'est ça, c'est gentil. Si c'est ça, c'est pas grave. C'est comme le lycéen le collégien qui vole un paquet de bonbons. C'est ok. T'as deface un site, t'as rien cassé, t'as pas volé de données, t'as pas réutilisé les données volées pour les vendre et aller nuire à encore plus de monde. Bon bravo. Limite bravo pour la technique qui nous a permis de patcher la faille en faisant un truc qui avait zéro conséquence. Ciao. C'est gentil. La raison pour laquelle les questions sont ouvertes, c'est que très souvent, c'est des questions en fait qu'on voit revenir et à plus forte raison chez des débutants. Et en fait, ce qui nous intéresse, tu vois, justement, c'est de par l'expérience que tu as, que tu puisses produire ce genre de réponse un peu synthétique. C'est très intéressant parce que ça leur permet de voir en fait plusieurs choses. Donc, j'avais pas l'impression d'être très synthétique, mais c'est très bien, tu vois, on a balayé effectivement des choses un peu plus graves et on est descendu sur des petits scopes au fur et à mesure, donc impeccable, très bien. Comment est-ce que font les entreprises pour se défendre de tout ça? Est-ce qu'elles le font? La vraie réponse, la réponse troll, la réponse idéaliste. La vraie réponse factuelle de notre vie de tous les jours, c'est que les entreprises, elles vont essayer de mettre un petit peu de détection, de demander un pentest tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 ans suivant le budget, tous les jamais s'il n'y a pas de budget.
Ils vont essayer de faire ça plus ou moins proprement, avec des pratiques de code sécurisé, de la formation. Et c'est un tout. Il faut clairement de tout pour que ça avance. Mais à mon sens, c'est du best effort et c'est pas encore une. Il y a des choses. Il a un beau chat BH. Nice. Il y a des gens dans le chat qui ont des conseils judicieux. Ils prennent des pentests qualitatifs avec des pentesters qualitatifs et ça se passe bien. Non, il faudrait que ce soit ça. Concrètement, il y aurait, je pense, une approche complètement différente à avoir pour que la sécurité se passe bien et ça accepte de remettre en question une bonne partie de l'écosystème actuel. On a de l'informatique qui est partie d'il y a très longtemps avec des langages archaïques, avec des technologies où on faisait ce qu'on pouvait et ça tombait en marche. Chouette. Sauf que là, faire un système qui marche, un petit système, hein, c'est très simple, faire un système qui sert à un vrai besoin, souvent il va s'inclure dans un écosystème un peu plus complexe. Donc c'est déjà plein de technologies qui s'entremêlent et ça fout le bordel. Et souvent c'est beaucoup de legacy. Donc si on veut faire les choses bien aujourd'hui pour une entreprise, on prend un langage qui n'est pas trop permissif. Donc par exemple, ça veut dire on dit non au PHP, on dit non au Java, on dit non au Perl, on dit non au script CGI, tout ça, zou. Il y a quand même pas mal de choses qui sont supportées par ces briques de base. Si on veut quelque chose qui soit memory safe pour l'OS, on essaye de dire au revoir au vieux C, C++ et de prendre des trucs un peu plus récents, mais c'est gentiment idéalisé et impossible parce qu'on peut pas s'amuser à, même si ça nous prendrait, même à supposer qu'on se dise on va prendre 5-10 ans pour tout recoder en Golang, Rust, whatever. Je vois le Rust dans le chat déjà. Ça réglerait plein de problèmes. Et les attaquants se motiveraient pour trouver de nouvelles failles, de nouvelles manières d'approcher les systèmes. Et même si on arrive, donc ce serait déjà un improvement énorme d'avoir des technologies, des langages et des frameworks de base un peu plus sains. Par exemple, qui ne gèrent pas 20 000, j'ai parlé un petit peu technique, mais PHP qui gère 20 000 wrappers obsolètes ou les conversions d'images qui gèrent 20 000 formats d'images. Il y a des besoins d'avoir certaines complexités, mais on se noie dans la complexité et on fait des gruyères. Donc au final, essayer de revenir à des systèmes un peu plus simples, avec des technologies un peu plus récentes, un peu mieux pensées de base, ça ferait une grosse partie du taf. Et ensuite, à mettre à fond sur la détection et pas hésiter à bloquer dès qu'un truc un peu anormal se passe. Ce serait, je pense, un énorme pas en avant. Mais ça implique qu'on jette un bon 2/3 de tout ce qu'on a créé aujourd'hui, au moins. Pour être sûr de bien comprendre, parce que je pense qu'il y a pas mal de débutants qui vont peut-être tiquer aussi, tu nous dis qu'en gros, des nouveaux langages ou de nouvelles technologies sont plus safe, en gros. Et j'ai l'impression d'avoir compris que l'ancien est pas forcément sécurisé. Pourtant, on pourrait avoir une logique inverse en se disant PHP, par exemple, ça fait, 30 ans que c'est là. Pourquoi est-ce que c'est pas safe? Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que c'est pas plus sécurisé que ce qui vient de sortir? Si on prend une vieille barque faite de petits fagots de bois et qu'à chaque fois qu'il y a un trou, on patche le trou, on finit par avoir une barque qui est pas trop déconnante et qui avance. Si on fait une belle pirogue dans un métal ultra léger résistant, pas de trou à patcher, ça avance. Pas de problème. Non, plus sérieusement, chaque langage est créé pour répondre à un cahier des charges, à des besoins, à des problématiques. Et avant, la sécurité n'était pas une problématique. Donc, je vais pas dire que avant égale caca et nouveau égale bien. C'est vachement plus nuancé que ça. Mais il y a par exemple, si on prend Golang, Rust et tous les langages interprétés, les corruptions de mémoire, c'est anecdotique en termes de quantité trouvée. Ça, c'est déjà énorme. Si on regarde la partie plutôt côté web, il y a moyen de faire du tricot et de... Voilà. Je vais essayer de prendre un angle différent. Il y a plein d'anciennes manières de faire du code qui consistaient à mettre plein de fichiers à plat sur un file system et d'attendre que ces fichiers soient requêtés pour être exécutés et servir le contenu d'une requête. Ça, c'est archaïque. Avant, c'était tout à fait fonctionnel et c'était OK, voire même ça permettait que si une page tombe en panne, toutes les autres fonctionnent. Donc, c'est pas déconnant parce que c'était ça la problématique de l'époque. Aujourd'hui, si on fait ça, on est mort parce qu'avoir de l'access control ou avoir du routing ou essayer de cloisonner l'accès à certaines ressources avec ce genre d'infrastructure, c'est no way. Il faut qu'il y ait un point d'entrée principal dans l'application qui mange la socket qui est en écoute sur le réseau et qui essaye derrière de
trier proprement, sanitize les URL, redispatcher tout ça. Et ouais, voilà, si on n'a pas ce genre de changement d'approche de ce qu'on fait, on continue à répéter les mêmes erreurs en boucle et à avoir les mêmes soucis. Une dernière question sur cette partie, mitigation des entreprises, protection des entreprises. Très souvent, on voit passer, quand on est dans des grosses boîtes, des communications, de la sensibilisation sur du phishing ou de la sécurité en règle générale, on va dire. Quelle place ça a dans le côté défense? Est-ce que c'est vraiment utile? Alors, on parle de web ici principalement. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui va pouvoir te mettre des bâtons dans les roues si tu fais le pentest d'une structure ou que tu es un attaquant, par exemple? En fait, c'est pas dans le sens où des gens vont être formés pour faire les guerriers coupe-feu et quand nous on attaque, on est bloqué. Non. Par contre, si quelqu'un est bien formé et ne publie pas son code source sur un repo public, pas alors que ça n'a jamais été audité, c'est chaud. Si les développeurs mettent des mots de passe faibles, c'est chaud. Et ça, c'est quand même un certain enseignement à avoir, une certaine culture qui maintenant est censée avoir. Et c'est vrai dans le monde de l'entreprise, mais c'est vrai à titre personnel tout autant. Parce qu'il y a pas mal de gens qui, je me suis fait piquer mon compte Facebook, machin, c'est pas grave. C'est pas grave jusqu'au moment où ton voisin que t'aimes bien vient te voir et te dit t'es bien en informatique, tu pourrais pas m'aider parce que là en 2 heures j'ai perdu mon fournisseur d'accès, ma banque, mon mail secondaire et Facebook. Et tu te dis ouais. C'était quoi tes mots de passe? Et t'as un truc genre je sais pas rouge 83. Tu dis, Et donc voilà, c'est que ce soit en pro comme en perso, il y a clairement une certaine culture de base de sécu à avoir maintenant pour ne pas être embêté. De la même manière qu'on ne sortirait pas dans un endroit craignos qu'on sait dangereux en ville à 1h du mat. C'est du survivalisme presque. Et donc oui, c'est utile en entreprise. Et il y a quand même le deuxième penchant de cette histoire-là, qui est que même si quelqu'un de formé peut faire des erreurs, quelqu'un de formé peut être moteur. Là, donc petit aparté professionnel de mon vécu, à Mano Mano, on fait des reviews de code de temps en temps, enfin souvent même, et on essaye de donner un peu de culture de sécurité aux employés. En mode, c'est bien de faire ça, c'est dangereux de faire ça, voilà comment on fait un bon patch de sécurité, on essaie de leur montrer, de leur inculquer la compréhension de la faille et surtout comment ne pas faire un patch qui se contourne en un caractère, parce que c'est embêtant. Et en faisant ça, on explique un petit peu les maillons. Et une semaine après, il y a un employé qui vient nous voir, qui vient nous contacter, nous équipe sécu, qui dit j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit sur la partie donc je insérer le texte censuré ici, que ce soit un moteur de rendering, du templating, que ce soit du handling de passe, insérer la partie dont on a parlé pendant la formation. Et il dit du coup on pourrait regarder ensemble parce que je pense que c'est chaud. Bon comme dans toute infra, toute entreprise, il y a certains maillons qui des fois sont craignos et des gens bien formés et à qui on a donné un peu l'envie de faire des choses viennent et nous permettent nous de patcher des trucs avant que ce soit problématique. Et donc le côté proactif et outre le côté sympa humain où on s'est marré en plus pendant les échanges. Donc voilà, tout le monde y gagne. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a une différence en termes d'attaque et de défense d'ailleurs en fonction du type d'attaquant et aussi en fonction du type de cible? Ça va être dur de faire un tableau à 2 entrées avec tous les cas possibles, mais exactement, à chaque attaquant ses spécificités. On peut assez facilement, juste en regardant les logs, je ne parle même pas de Splunk ou d'applicatifs ou de choses comme ça, on démarre un serveur, un Java, un Flask, whatever, et on regarde un petit peu ce qui se passe sur Internet. Ce qui se passe sur Internet avec une IP qui n'est pas exposée, qui n'a pas de nom de domaine, on va se prendre un peu un bruit ambiant avec plein de tentatives d'exploitation. Ça, c'est du gros filet, ça ratisse large et ça va essayer de prendre des trucs pas à jour et voilà, et d'enchaîner quelques shells. À côté de ça, si on est une entreprise et dans un secteur compétitif, en regardant les logs, ce sera sûrement un truc un peu plus poussé, mais la donnée est la même. On se rendra compte que il y a des trucs spécifiques, il y a peut-être des bug hunters qui vont passer par là, il y a peut-être des concurrents qui vont essayer de scanner, de crawler pour voir s'il n'y a pas moyen de s'inspirer de la manière dont ça a été fait ou moyen de voir les erreurs pour pas faire les mêmes. Il y a vraiment, comme dit dans le chat aussi, un coup de shodan, ça aide clairement. C'est loin d'être exhaustif, mais c'est une première passe.
Ouais, chaque attaquant aura ses spécificités. Après, on peut s'amuser à parler des APT, mais on ne verra pas de log parce que si ça a marché, et Dieu sait que s'ils le font, c'est qu'ils savent que ça a marché, bah ça va se faire attaquer, nettoyer, auto-patcher, et derrière ils sont dedans et on n'entend plus parler de rien. Juste une question là-dessus. Souvent, on dit que tout ce qui est script kiddie ou des attaquants entre guillemets peu skillés, c'est ce qui fait la majorité du corps, on va dire, des attaques en volume. Côté web, ça se traduit comment? Il y a des gens qui prennent des outils comme SQL Map par exemple, ou je sais pas quelle autre automatisation, et qui viennent bourriner des sites en frontal à la chaîne comme ça? Oui, ça existe, ça a été pas mal aggravé, popularisé, ou juste, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Il y a pas mal de gens qui profitent d'avoir des outils maintenant comme Axiom, comme du cloud, de l'infrastructure as code et autres, pour démarrer plein de machines. Donc là, on parle de 1 à 3000 d'un coup, peu importe, pour avoir des outils qui vont scanner tout un tas de failles sur un ensemble de domaines énorme. Et maintenant, on a vraiment des technologies qui permettent de blast Internet fortement. Donc, petit aparté technique again, tant qu'on est sur de l'IPv4 actuellement, si moi j'ai une faille et que je veux voir un peu ce qu'elle donne, c'est assez facile de scanner un port et on va dire un pass sur tout Internet en 20 minutes, 30 minutes, en mettant plusieurs machines en parallèle, même plus potentiellement. Et donc à côté de ça, bah, on peut... C'était quoi la question déjà? C'était les attaques des script kiddie ou type script kiddie sur... Ouais. En web. Ouais, je vois que ça parle. Alors, tu nous as dit, pardon, hein, j'interromps un peu les questions, mais c'est intéressant. Tu nous as parlé d'infrastructure as code. C'est quelque chose que je connais pas. Tu peux vulgariser le truc en 2 secondes, qu'on comprenne? Avec grand plaisir, parce que c'est génial. C'est une arrivée il y a, je pense, 10 ans maintenant, peut-être un peu plus, mais moi je suis au fait de ça depuis quelques années, alors plutôt 5 de mon côté. Et c'est des technologies qui, les pionniers là-dedans, à mon sens, c'est HashiCorp avec Terraform, qui permettent de décrire une infrastructure souhaitée avec du code, donc que ce soit du JSON, du YAML ou juste un format, pour dire voilà l'état que j'aimerais avoir. Et derrière, on va demander d'appliquer cet état, et c'est toute la partie logicielle qui va parler avec les API des différents cloud providers pour garantir que l'état final est celui-là. Et là où c'est super cool, c'est qu'il y a des technologies et des briques qui se rajoutent de plus en plus au-dessus de ça. Et maintenant, on peut avoir le langage qu'on veut, donc avec CDK-TF, qui est un acronyme pour dire on va faire... c'est quoi, c'est Cloudflare Development Kit Terraform, je pense, un truc comme ça. Et on peut générer des fichiers avec 4 lignes. On peut demander de faire démarrer 20 000 machines et qui vont ensuite aller chercher un script quelque part et l'exécuter. Donc maintenant, pour quelqu'un qui a un peu de temps et un peu de connaissances et 50 balles à mettre dans du cloud, bah, il peut s'amuser à complètement plomber une infrastructure ou faire un vrai scan de son entreprise pour essayer d'assainir un petit peu la vision de l'extérieur. Il y a une petite chose qui existe et dont on entend de temps en temps parler, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est les honeypots. J'ai entendu du bien, du mal, c'était légal, pas légal, c'est un petit peu au milieu, parce que c'est une incitation, pas une incitation. Yes, alors incitation ou pas, on n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un sans le consentement et en ayant vérifié que la personne était owner, était propriétaire du bien qu'on attaque. Et même si la personne est propriétaire, si c'est dans un lieu public ou des choses comme ça, ce dont est Internet, on peut avoir besoin d'autorisation supplémentaire. Donc, peu importe que ce soit une motivation de dire il y a un iPod, viens on va le péter, juste ça se fait pas, c'est illégal, wait. Outre ça, c'est utile aussi bien pour l'entreprise qui voudrait en mettre un quelque part à des endroits et abaisser un peu le niveau de sécurité faussement de ce placebo pour qu'il se fasse attaquer et qu'on puisse voir ah tiens on a quelqu'un dans notre réseau, ah ça s'est fait péter comme ça, ah ça s'est fait attaquer à partir de telle autre machine, donc on peut savoir d'où vient au moins une première étape pour savoir par où l'attaquant est passé et du coup essayer de bétonner un peu, et en tout cas on sait qu'il faut déclencher un processus de réponse à incident. Donc ça c'est la partie défensive. Moi j'utilise en offensive parce qu'un honeypot, donc j'ai 2-3 serveurs qui traînent sur internet et s'il y en a qui veulent s'amuser à les trouver, bah, faites-moi signe si vous les avez, ce sera marrant. Ça permet de loguer tout le bruit de fond d'Internet, toutes les attaques. Donc en fait, je me suis fait il y a quelques années de ça maintenant, 2 je pense,
un petit programme qui va se mettre en écoute sur, je sais pas, on va dire 500 ou 1000 ports de la machine, mais ça peut aussi gérer les 65 000. Et ça va écouter dans 7 ou 8 protocoles différents sur tous les ports, essayer de tout manger, analyser et loguer. Et ça fait que derrière, avec 2-3 petits scripts pour trier ces résultats, il y a des word lists d'URL, de user agent, de header HTTP, de payload dans le corps post des requêtes. Et donc là, si moi, en tant qu'attaquant, on me parle d'une faille qui est exploitée activement, je vais aller faire un ou deux greps sur mes honeypots et je vais dire ah ouais j'ai la payload, viens on va essayer de la rejouer en l'ayant bien sûr rendue inoffensive. On va essayer de la rejouer sur notre infrastructure pour voir si on n'est pas vulnérable. Donc ça permet d'avoir des listes d'énumération un peu solides aussi. Et il y a un truc qui serait très illégal, mais ce serait marrant que quelqu'un le fasse un jour pour voir ce qui se passe. C'est que un honeypot se fait la plupart du temps, parce que c'est pas tout le temps le cas, un honeypot se fait attaquer par le bruit, dans le bruit pour internet, j'entends, par une machine qui s'est elle-même fait ajouter un réseau en se faisant attaquer par une faille X. Et donc si on essaye de faire un système un peu plus poussé, où on attend de se faire attaquer, dès qu'on se fait attaquer, on rejoue la faille en face, je pense qu'en faisant ça, il y a moyen de faire le plus gros botnet du monde. Et je pense que c'est un peu déjà les méthodes qui sont appliquées par certaines personnes. Je saurais pas trop dire, mais l'exercice de pensée est marrant. Ça n'a pas l'air très légal, en effet. Non, absolument pas. On parle souvent pentest, bug bounty, audit, tout ce genre de choses. Mais au niveau du web, comment ça s'articule tout ça ? Au niveau du web, ok, donc il y a la réponse chronologique qui sera, je pense, la plus facile. C'est que moi, entreprise qui vient de mettre un système qui a fini par tomber en marche, donc ça y est, il est prêt pour la prod. Non, il vient de tomber en marche. On va essayer d'assainir un peu la code base. Bon, bien sûr, il y a des problèmes de rentabilité, donc c'est très difficile à manier parfois. Mais il faut essayer de faire l'extra mile, essayer d'aller enlever tous les secrets qui sont hard-codés, essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe si on met des chaînes de caractères complètement bizarres. Il faut essayer de mettre en place une mise à jour régulière des différents composants et ça coûte du temps, ça coûte de la thune, ça coûte des efforts cognitifs aussi aux équipes qui des fois sont déjà tellement contentes d'avoir réussi à faire tomber en marche le système que pour aller plus loin, flemme. Donc ça c'est la première étape, c'est vraiment un travail interne avec les petites compétences de bord, de dire on va essayer de, maintenant que ça marche, faire propre. Une fois que ça c'est fait, il faudrait que l'équipe se fasse une première fois casser la gueule, parce qu'on n'apprend pas tant qu'on n'a pas vu un peu qu'est-ce que valait le monde de l'extérieur, et donc commander un audit et se prendre un bon rapport avec du rouge, du critique de partout, et commencer à patcher et prendre un maximum de ces informations-là pour dire voilà les failles qu'on nous a remontées. Souvent c'est des pentests black box, donc sans avoir connaissance du code, des fois avec ou sans compte, donc noir ou gris. Et une fois qu'on a un petit peu cette vision-là, corriger, essayer soi-même la partie tech de l'entreprise, j'entends, pas les PDG, d'aller contourner les patchs et voir un peu ce qui peut être fait, et surtout essayer de voir si un pattern, un bout de code qui était présent et qui a introduit une faille ne serait pas présent à l'identique ailleurs, mais non vu par l'attaquant. Ça, c'est quelque chose qui nécessite pas tant de connaissances techniques que ça, c'est du dev. Voir si un pattern est présent quelque part et s'il n'est pas présent ailleurs, c'est du dev. Et les gens payent les attaquants pour ça. Donc ce serait une première étape de vraiment essayer d'itérer sur ce premier audit, peut-être en faire un deuxième pour vérifier que ça a été fait proprement et enlever encore 2-3 trucs qui dépassent. Et sur le long terme, essayer de mettre un programme de bug bounty en place pour avoir un audit régulier à moindre frais. C'est vraiment la uberisation. On est pour, on est contre, peu importe, c'est là. Donc on fait comme c'est. Et essayer de du coup répondre vite, prendre en compte et améliorer en continu. Et une fois que tout ça a été fait, et même au fil de l'eau pendant que c'était fait, essayer de reprendre chacune des failles et des exploits qui ont été faits contre l'application et de lancer genre un rejeu hebdomadaire, mensuel, peu importe, mais pour vérifier que ces failles qui ont été mises une fois ne soient pas réintroduites. En vérifiant à la fois de l'extérieur, à la fois de l'intérieur, en mettant juste des outils d'analyse de code. Dans ta réponse, j'ai entendu quelque chose quand même, c'est que à la base, c'est l'équipe qui met en prod, enfin qui fait tomber en marche, comme tu le dis bien,
qui a la première responsabilité de sécurité en fait dans la chaîne alimentaire, on va dire. Donc le côté éducation, sécurité par exemple pour les devs ou pour l'infra, ça reste entre guillemets le premier facteur de sécurisation de l'infra au final. Yes, et clairement, ça reste le premier facteur de pas tout exposer, de pas se dire on commence à fond, et puis la sécurité on verra après. Parce que il y a un exemple que j'ai pu avoir il y a quelques temps, c'est un site qui était vraiment plutôt béton, hein. Il y a eu des audits quelques années successives et vraiment on n'arrive pas du tout à le casser, super. Et puis on prend le domaine principal de l'entreprise, on met un petit coup d'énumération de sous-domaines, on voit qu'il y a des pré-prod qui sont exposés sur Internet avec moyen de... Enfin, c'est de la pré-prod, donc il y a tous les outils de débugger du monde. Donc moyen d'afficher l'environnement de la machine. Donc moyen d'avoir les clés du cloud provider associé et de supprimer l'entreprise ciao bye. Et ça, c'est de la pré-prod. Ça pourrait être de l'intégration, ça pourrait être le moment avant même que ça tombe en marche. Et une fois qu'on a les clés, pour peu que ce soit pas des clés éphémères, bah on peut très bien se dire, cool, je me suis fait un trousseau de 30-40 clés, j'attends de voir que les entreprises grossissent et on en reparle dans 20 ans, c'est ma police d'assurance, je ferai du ransom ou du blackmail à ce moment-là. C'est assez horrible, mais ça se pense vraiment dès le début d'un projet. Ouais. C'est ce qu'on lit aussi dans le chat, j'ai l'impression que c'est une démarche globale en fait qui doit être appliquée un peu à tous les étages au final, à tous les niveaux, effectivement. Quid du gouvernement là-dedans? Est-ce qu'il pourrait pas mettre un petit peu les mains dans le cambouis et former ou peut-être organiser des pentests de son côté? Pourrait sûrement. Il y a déjà une partie, je sais pas, ok, je m'y connais assez peu sur la forme légale et la manière dont c'est fait. Moi je fais de la technique. Mais il me semble quand même qu'il y a la partie ANSSI qui va faire des guides de hardening, qui va essayer de rentrer en jeu quand il y a des organismes genre OIV qui sont... des organismes sensibles qui sont attaqués ou qui ont des soucis, qui vont essayer d'intervenir en lien avec la CNIL aussi. C'est pas le gouvernement, parce que de toute façon, quand vous voyez comment le gouvernement fait la sécu, vous voulez pas qu'il vous aide à faire la vôtre, des fois. Mais certaines branches sont là et travaillent activement à aider les organismes nécessaires. Et bien sûr, ils vont pas... Oui, le privé paye des impôts, mais le gouvernement a juste ni les moyens, ni le temps, ni les personnes formées pour intervenir et faire le cyberpompier. Ça serait idéal. Enfin, non, je sais même pas si ce serait idéal. Ce serait quelque chose, mais il ne peut pas et je pense pas que ce soit son rôle. Par contre, que certaines entreprises privées le fassent ou qu'il y ait aussi de la partie bénévole pour des organismes qui aient moins les moyens, oui, carrément. Et je pense qu'il y a quand même pas mal qui est déjà fait par certains organismes pour mettre des moyens. Mais une fois de plus, c'est du best effort. Est-ce que les conseils donnés par ces organismes sont vraiment pertinents? Là, chacun y va de son bout de gras et de son avis. Et c'est aussi, dernier mot, ultra dur de faire un guide générique qui va matcher tous les cas. Si on dit, pour avoir une entreprise sécurisée, il faut faire un pentest, mettre des logs, mettre du firewall, et puis il faut sécuriser l'AD. Si c'est une boîte qui est cloud, l'AD, ça lui parle pas. Si on parle de Red Cloud, une boîte AD, il y a quand même un énorme pré-tri à faire en amont. Et souvent, c'est des... Enfin, moi, pour le coup, c'est un avis personnel, je trouve qu'il y a pas mal de recommandations qui sont juste tellement à côté de la plaque. Tellement. Ouais, pour le coup, les recommandations, là, sans rentrer dans le détail, c'est un peu mon taf actuel. Je vois passer des cahiers de recommandations, des cahiers des charges, etc. Et des fois, tu lis des choses, tu te dis, la réalité du terrain est tellement loin. Ouais, il y a un peu de ça. C'est un peu compliqué. Mais après, c'est pas la réalité du terrain, c'est aussi des gens qui sont sur le terrain. C'est juste qu'ils n'ont pas la même vision, c'est pas le même terrain peut-être. On travaille pas sur les mêmes stacks, on n'a pas les mêmes. Ça rejoint vraiment bien la question du début. C'est qui sont tes attaquants et qui tu es toi et de quoi tu veux te protéger et qu'est-ce que tu veux protéger. Et quand on dit écoutez, pour être sécurisé, c'est très simple, achetez mon produit ou faites ce guide de hardening, des fois c'est complètement à côté de la plaque. C'est donc un vrai métier, on peut pas automatiser ça avec un petit cahier. Et ouais, mais il y a des gens qui vont te donner, qui sont dans le métier, mais qui vont te donner des conseils complètement à côté de la plaque. Il y en a aussi. Et je pense que c'est super dur d'avoir un espèce de retour là-dessus et justement de noter. Pareil, si tant est que ce soit une bonne chose, les gens. Dès que les gens essaient de faire des scores sur la sécurité des sites, bof. Des scores sur la qualité d'une prestation d'une entreprise,
que tu tombes sur quelqu'un qui est senior plus ou un junior, bah, pour une entreprise donnée, ça n'aura pas de sens. Du coup, on fait quoi? On met des scores aux gens pour la pertinence des conseils? Qui c'est qui donne les scores? Ça, c'est sans fin. C'est compliqué. C'est best effort all the way, mais c'est sans fin. Eh bien, écoute, on va enchaîner sur. On a terminé cette intro, je trouve qu'elle est pas mal. Nobosaurus, c'est bon pour toi aussi? C'est parfait. Très bien. Petite intro de 53 minutes. Exactement. On est dans les temps. Hein. On est bon, on est bon. On va avancer un petit peu, on va parler un petit peu plus de ce qui se fait aujourd'hui. Là, c'était très contexte et base. Et on va commencer avec une première question qui est, comme tu les aimes, un petit peu trop ouverte peut-être. Quel est ton avis sur l'état actuel de la sécurité web aujourd'hui, là, en 2023, début de 2023? À l'image de notre monde, il y a beaucoup, beaucoup et de plus en plus d'inégalités. À savoir, il y a du privé ou du public qui va être extrêmement bien défendu parce qu'ils ont pu se payer les personnes qui savaient un peu comment faire ça bien ou qui partent de zéro ou presque. Donc, ils n'ont pas de legacy et ils peuvent avoir une ou deux personnes éclairées qui vont les aider à faire les bons choix en amont. Et il y a des gens, que ce soit par faute de moyens ou par entêtement, il y a des gens qui ont un entêtement certain, continuent avec des frameworks qui ne devraient plus être, qui continuent avec des technologies ou des procédés qui ne devraient plus être. Et après, il y a des gens qui mettent carrément de la mauvaise foi en disant on s'en fout, c'est bon, si on se fait péter, on a des assurances. Donc je pense qu'il y a la défense s'est complexifiée beaucoup pour certains acteurs. L'attaque est d'autant plus exigeante pour ces acteurs-là. Souvent, c'est ceux qui ont de quoi se payer des audits, donc ça vaut le coup d'être un peu à la pointe quand même. Mais si on prend la moyenne, je pense que la plupart des pentesters ici qui ont des clients pas des boîtes next-gen ultra sécurisées, ben on dit pentest un site, très souvent ça passe, quoi. Que ce soit un Active Directory ou un site, donc là du coup c'est loin du web, ok. Mais c'est le même constat, que ce soit Active Directory ou web, une application qui est pas mise à jour tous les mois et qui a pas des mots de passe qui sont audités très souvent, bah ça passe. Ça finit en shell. Ouais, c'est vrai que côté pentest interne, alors je ne suis pas encore pentester, donc je parle pas d'expérience, mais tous ceux que j'entends me disent clairement que de toute façon c'est un gruyère et entre guillemets c'est une question de temps en fait avant d'arriver DA. Clairement. Domaine admin. Sur le web, du coup, c'est le même constat, quasiment. Je pense que en fait le web, ouais, alors oui, mais pourquoi? Pas sur une appli web. Quand on teste un Active Directory, ce qu'on teste, c'est plein de postes. Et donc, il suffit d'en trouver un qui soit vulné, et puis on peut avancer et faire son chemin d'exploitation. C'est un méandre déjà. Si on s'attaque à juste un site web, si c'est je sais pas, un Flask, un Django, quelque chose, bah, on peut se péter les dents dessus, parce que s'il y en a un qui est à jour et qui fait pas déjà des millions de lignes de code, une fois que toutes les features ont été auditées et que ça a été fait relativement sainement, après, il faut aller creuser, sortir de la zero day ou essayer de trouver une manière novatrice de tout casser. Et ça peut être vraiment complexe. Après, si l'idée c'est de se dire, bon, bah, on a une certaine range d'IP où on a un site principal, un TLD, à côté DNS, avec tous les sous-domaines, bah, là, on retrouve le côté méandre. Et en avoir juste un seul qui marche sur les nombreux qui sont là, si c'est pas game over à la fin de la semaine, c'est que vraiment c'est une entreprise qui a mis les moyens. Sinon, c'est souvent game over avant la fin de la semaine. Les 20 dernières années ou même 10 dernières années, là, niveau communication, au niveau de la sécurité, de la cybersécurité, ça a fleuri, enfin ça a explosé même. C'est clair. Est-ce que l'impression qu'on a, nous, de l'extérieur, vu qu'on n'est pas dans le web aujourd'hui, que ça a explosé, qu'il y a des failles de partout, qu'il y a tout qui se fait péter, etc., c'est juste le fait qu'on communique plus? Ou est-ce que tu penses que vraiment, en termes de pourcentage... C'est le cas. Ouais. Tout se fait péter. Il y a plus d'attaquants. Plus le temps avance, plus il y a des vieux tromblons legacy que personne n'a touché depuis une éternité. Donc eux, c'est juste... c'est du click and collect. Vraiment, tu passes et tu tailles avec la faux comme ça. Non. En fait, plus ça va, plus le temps avance, plus il y a du legacy qui reste et plus les techniques d'exploitation et le tooling continuent à avancer. Et c'est un peu une course qu'on rattrapera jamais parce qu'il y aura toujours des vieux trucs qui traînent et qui sont plus gérés par personne. Et on soulève un problème qui est assez majeur, c'est le manque d'ownership dans toutes les entreprises et même même en perso, c'est super dur de savoir qui a codé. Enfin, savoir qui a codé, c'est ok, mais au rythme où les employés peuvent partir, changer d'entreprise
Si une passation se fait pas très bien, bah, il y a des choses, et encore, même quand elle se fait, ça peut ne pas être mis à jour, ça peut être juste tom- tomber en ruine. Ça tombe en ruine et ça se fait collecter. Ok, ouais, donc en fait, il y a une fausse impression parce que quand tu regardes côté défensif ou côté IT, il y a 20 ans, la sécurité, c'était un truc de barbu dans un coin parmi les barbus. Là, aujourd'hui, tu as quand même énormément d'automatisation, tu as quand même entre guillemets, des books, tu vois, pour te dire comment Yes. bien faire les choses, entre guillemets. Tu as quand même de sacrées armes, tu vois. Tu as des équipes, tu as les blue teams, tu as les équipes de réponse à Parce incidents qu'on dans a les... déplacé le problème. On avait à l'époque, donc moi clairement je suis dans la sécu depuis 3-4 ans, donc je vais pas flex sur comment ça se faisait à l'époque. Mm. Mais ma vision de ça, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu d'informations. Et pour ceux qui l'avaient, qui connaissaient, c'était open bar. Ils pouvaient rentrer partout avec leur trousseau de clés et ciao bye. Maintenant, il y a trop d'informations. Il y a toute l'information, hein. On peut trouver tous les guides de hardening, tous les tutoriels, même des fois vidéos sur tout ce qu'on peut faire. Mais il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas quoi faire. Et même si on arrive à ingester toute cette information, une stack complète d'une entreprise, maintenant, c'est tellement vaste et technique et complexe que tu peux pas tout sécuriser. Tu fais du best effort, tu essayes de bétonner ce qui est en externe, tu essayes de ne pas avoir d'interne, de pousser vers du zéro trust. Mais mine de rien, on finit par avoir un méandre qui est inauditable par, je sais pas, par les quelques personnes qui sont dans l'équipe sécurité ou auditeurs qui viennent une fois par an. Il faudrait des budgets énormes pour que ce soit béton. Énorme. Et des gens qualifiés et un monde idéal où les chercheurs ne vont pas introduire des failles de sécu quand ils font leurs tests. Parce qu'on le connaît, hein, le web shell qui est uploadé, qui est sans mot de passe et qui, alors que quelqu'un fait son pentest, ça se termine en incident parce que le web shell a été détecté et exploité par quelqu'un d'autre. Ou un compte qui est créé sur un AD par quelqu'un qui a trouvé une faille et le compte c'est, je sais pas, pentest et mot de passe pentest. Donc même les attaquants qui essayent d'aider à sécuriser un système, si eux se pensent un petit peu au-dessus du game, ils sont pas au-dessus du game. On fait tous partie du problème, même si on essaye de le patcher ou de l'amoindrir. Et alors, à ton avis, aujourd'hui, en 2023, les menaces les plus fréquentes en web, qu'est-ce que c'est? Les menaces les plus fréquentes en web, qu'est-ce que c'est? Si on veut une réponse objective, on prend le WASP parce qu'ils ont fait des stats sur tout ce qui avait été trouvé. Si on veut, voilà, ok. Deuxième tentative. La menace la plus fréquente ou la plus active, qui ou chez qui? Parce que par exemple, si on prend les associations PME, bah, ça va être des vieux frameworks PHP, donc ça va être du file inclusion, du pass traversal, des choses comme ça. Si on prend des entreprises qui vont avoir beaucoup de clients, bah, d'un coup, on peut se dire que pour chaque client, ils vont essayer de faire des choses un peu à la demande, donc pour que ça ait la bonne apparence. Donc là, il y aura beaucoup plus d'utilisation de templates, donc on va avoir beaucoup plus de problèmes de templating issue et donc des trucs un peu plus sévères. Si on a une entreprise dont le cœur de métier est de traiter de la donnée, bon, bah, si on n'a pas sorti SQLmap ou un outil pour essayer de faire la détection autre que celui-là, ou même en manuel, c'est qu'on n'a pas compris le cœur de métier de l'entreprise ou qu'on n'a pas accès parce qu'ils ont bien protégé. Mais il y a tellement de choses en web, je serais très super dur de dire c'est ça le plus utilisé aujourd'hui. C'est vraiment. Et puis, ok, troisième réponse. Si on s'attaque à un site web, ce qui compte, c'est pas les failles d'aujourd'hui, c'est les failles les plus utilisées présentes et en tout cas les plus fréquentes à la dernière mise à jour de ce site web. Donc si je m'attaque à un site qui a été sorti en 2022, sortir le WASP de 2017, t'oublies. Si tu attaques à un site qui a été sorti en 2014, le WASP 2022, t'oublies. Dans les deux sens. Et ça n'a rien à voir. Et c'est pareil, même si on étend la question un peu plus que le WASP. Tu réponds d'ailleurs partiellement à la question que j'allais te poser, qui était, enfin, est-ce que les anciennes attaques étaient toujours d'actualité? C'est-à-dire qu'une attaque de 2017, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'elle était encore possible sur les sites qu'on peut trouver en production? Pour la plupart, ouais. Hein. Pour des gens qui ont essayé de prendre un framework qui fait bien les choses, oui, mais si on regarde les injections SQL, ça date d'il y a très longtemps, il y en a encore. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui. Est-ce qu'elles sont appliquées partout? Non. Pourquoi? Le legacy. Si on regarde la partie templating, est-ce que c'est un problème ancien? Oui. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui. Avoir un système de templating qui n'expose que des choses extrêmement minimales et que
une fonction qui va runner un template. Sauf que bah, ça, c'est un problème un peu inhérent. Le template, c'est de la donnée qu'on va remplir. La donnée, le code, c'est malléable. N'importe qui peut le modifier avant de le process. Donc on peut essayer d'amoindrir un petit peu les problèmes, mais ce sera toujours présent. Et par contre, il y a des problèmes qui étaient un peu résolus et qui se recassent au fur et à mesure que le web avance. Par exemple, il y avait toute la partie cloisonnement. Donc il y a Live Overflow qui a fait des vidéos incroyables à ce sujet-là. Hein. Toute la partie cloisonnement entre deux sites web à l'époque et entre un site web, ou en tout cas le navigateur, et l'ordinateur. Bah avant, deux sites pouvaient pas se voler des informations, enfin pouvaient clairement se voler des informations l'un l'autre. Donc les cookies, il n'y avait pas d'authentification fonctionnelle, c'était juste du best effort. Et ensuite, on est arrivé dans un système maintenant où c'est ultra bétonné, sécurisé, tout ça. Sauf qu'on a mis des moyens on a complexifié la chose pour que un site puisse exposer des ressources à une autre, ou qu'on puisse forcer l'envoi de secrets à un site parce qu'on a besoin d'aller s'authentifier à lui. Ou alors, bon, bah, c'est pas grave, c'était deux sites différents avant, mais maintenant on a besoin qu'ils aient une authentification en commun, donc on va les mettre sous un même sous-domaine et au final, on se met à héberger toutes les failles de l'autre chez nous. Perdu. Est-ce que tu as un type d'attaque préféré, favori, ou alors ce que tu aimes bien mettre les pattes un petit peu partout? Clairement, moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a plein de petits bugs, plein de petites primitives, et qu'il faut vraiment essayer de les chaîner ensemble pour faire des trucs un peu critiques. Juste arriver sur un site et dire, bon, bah, je mets un point-virgule, ma commande point-virgule, et manque de bol, c'était codé avec les pieds et j'ai un shell. Ça veut dire que la semaine sera calme, et c'est plaisant aussi. Mais c'est pas des bugs assez satisfaisants. Par contre, un bug où on se dit, bon, ben, j'ai une petite XSS quelque part, mais je peux arriver à faire une petite injection de JavaScript quelque part, mais je peux faire en sorte qu'elle soit reflétée dans un export de PDF. Donc, ça veut dire que je peux essayer de faire charger des fichiers. Ok, je peux faire lire plein de fichiers de code source. Très bien. Donc, ça veut dire que je peux essayer d'avancer un peu plus. Le code source, il me dit quoi? Ah, bah, il me dit qu'il y a un autre service qui écoute en interne. Bon, bah, je vais trouver une server-side request forgery pour essayer d'aller communiquer avec ce deuxième service qui, lui, peut-être aura d'autres bugs. Ah bah tiens, vu que je pars de la loopback vers la loopback, ce service-là, il fait pas grand-chose, mais il y a du MySQL. Bon, bah MySQL, derrière, vu que ça vient de la loopback vers la loopback, il va pas faire d'authentification, il va juste croire ce qu'on lui dit. Du coup, en essayant de faire un verbe bizarre avec une redirection, on va pouvoir demander d'aller parler en HTTP, enfin faire en sorte que des bytes HTTP soient envoyés sur la partie socket MySQL pour aller modifier du contenu en DB qui soit reflété sur un troisième site pour aller le péter. Ça c'est gold, ça c'est incroyable. Et voilà, ça c'est ça que j'adore. C'est avoir plein de petits trucs et tricoter. Franchement, j'ai eu le mal de mer à la troisième étape, hein, perso. Mais okay. Right. Il y a une question qui me fait super mal au cœur. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi ton secret pour pas avoir de cerne? Ça se voit peut-être pas parce que j'ai un petit lightning là, mais je suis éclaté de fatigue. La sécu, par contre, les gars, faites gaffe. Faites gaffe. C'est trop prenant. C'est super dangereux. Bah, du coup, on a la réponse, hein, c'est le lightning. Oui, à ne pas confondre avec autre chose, hein, sinon c'est l'inverse, bien sûr. Alors, pardon, allez, on n'a pas la ref, c'est pas grave. J'ai plein de trucs, mais je sais pas si c'est auquel tu pensais. Waouh. Alors, tout à l'heure, on parlait de la période, toute la communication, est-ce que c'était de pire en pire, etc. Est-ce que toi, tu as vu une différence notable quand il y a eu la période Covid qui est passée? On sait qu'a priori, il y a des attaques qui sont multipliées, etc. Enfin, en tout cas, ça a été dit dans les journaux. Est-ce que toi, tu l'as constaté? Tu l'as vu? Oui, mais peu. Je l'ai pas vu en tant que professionnel pentest, je l'ai pas vu en tant qu'employé d'une entreprise en voyant des changements. Encore que, très légèrement. Par contre, j'ai pas mal d'amis de connaissances et j'ai vu les changements qui étaient faits. Là où à l'époque, il y avait un cœur de réseau avec un VPN, enfin, non, juste un cœur de réseau avec les gens qui viennent travailler sur place, ben, tout le monde en panique s'est mis à exposer des VPN, faire des ports forward, essayer d'exposer des services qui l'étaient pas. Ah ben tiens, intranet, on a besoin que les gens y accèdent, bon ben c'est pas grave, on le met sur Internet. Ça a un peu saigné, hein. Il y a des serveurs qui n'ont pas fait très long feu, parce que juste des choses qui n'ont jamais été exposées à Internet, si d'un coup ils se prennent le bruit ambiant qu'ils n'étaient pas habitués à se prendre, c'est chaud. Il y a eu une deuxième révélation, c'est l'usage des PC personnels. Que les gens aient un PC pro, qui fassent un petit peu de perso avec. Si tu consultes tes mails, si tu vas voir une vidéo YouTube, faites ce que vous voulez, c'est ok. C'est ok. Si
c'est un PC perso qui a été utilisé pour installer des jeux et des logiciels craqués, ou pour aller faire je sais pas quoi sur n'importe quel site. Pour revenir avec la blague un peu plus présente, c'est non. Il ne faut pas les utiliser, même avec un antivirus, même avec une session différente, même avec un OS. Ne faites pas ça. Juste essayer d'avoir 2 PC ou essayer d'avoir deux disques. 2 disques et les changer. Un pro, un perso, c'est ok. Mais non, il y a eu clairement des ravages faits par une copie d'un jeu qui a été téléchargé et qui a permis d'être à le point d'entrée dans une entreprise parce que les licences de jeux à 10 balles, c'est trop cher. Ouais. Ah, Skid Row, il y en a qui connaissent. Bien. Chut, ça parle de mauvaise chose là, arrêtez. Ça suffit, on va se faire ban après. Pour le legacy, pour l'histoire. Je parle de l'histoire, pas de ce qu'il Bien revendique, bien entendu. Bien sûr. Pas de souci. Comme Poda, hein, avec ses Freebox d'ailleurs, tout se passe bien. C'est ça. Alors, autre question un peu dans le même genre. Est-ce que tu as remarqué quand même les dernières années, ou peut-être comparé à il y a 5-6 ans, même si je sais que tu n'étais pas dans la sécu à cette époque-là, une plus grande sophistication des attaques? On avait parlé d'intensité, de nombre, etc. Entre guillemets, est-ce que les script kiddies sont vraiment devenus beaucoup plus dangereux ces derniers temps, ou est-ce qu'ils se sont, entre guillemets, un peu professionnalisés et on atterrit plus sur des gangs, tu vois, avec un peu plus de capacité? Ça allait dans quel sens à ton avis? Il y a des outils super puissants qui sont sortis. Donc oui, ça a pu... même si quelqu'un est débile, si on lui donne un bazooka dans les mains, ça va faire du dégât, quoi. Mais c'est dommage que... C'est des outils qui sont open source. Donc même une équipe qui n'est pas ultra orientée sécurisée, se dire je prends un outil qui a l'air de faire consensus et je le lance une fois sur tout mon parc pour voir ce qui ressort, pour faire la part des choses aussi. Donc si quelqu'un se fait retourner par le premier scan automatisé gratuit open source du marché, non plus se poser trop de questions, quoi. C'est que le budget n'était pas là, que c'était pas la priorité de l'entreprise, et ce qui peut être ok, ça peut être un choix accepté, mais faut pas après dire vraiment ce monde il est pas facile. Et après, si c'est vraiment un manque de moyens et d'effectifs, eh ben c'est pas cool et c'est super triste. Et pour le chat, ça parle d'OpenVAST. Je fais surtout référence là à l'incroyable tooling de Project Discovery, incluant DNSX, HTTPX, Nuclei et bien d'autres. C'est solide. Et il y en a d'autres, hein, il y a pas mal de tooling qui est sorti, mais c'est juste passer ça sur tout son parc. Si le parc n'a pas déjà été scanné à en mourir avec ces outils-là, ça remonte tellement de choses qu'il y a de quoi faire un bon gros premier pré-tri. Imagine, maintenant, moi, je suis un petit patron de PME. J'ai un petit site internet, tranquille, mais ce site internet, c'est ce qui va me ramener un petit peu de monnaie. Parce que j'ai une pas solution boutique. pour vous. C'est parfait que vous en parliez. Si vous achetez mon logiciel, vous serez sécurisé pour aujourd'hui comme pour demain. C'était trop tentant. Ce petit patron de PME, il fait comment, lui, pour sécuriser son site internet? Parce qu'il a peut-être pas les moyens de se payer un pentest à 15 000 € ou je sais pas quoi. Deuxième question, il fait quoi ce site internet? Son cœur d'activité, il a besoin de faire quoi? De la vente, par exemple. Il vend des robinets de salle de bain. Ok, eh ben, Monsieur X, patron de PME, il aura tout intérêt à prendre une offre un peu managée pour se concentrer sur son cœur d'activité. Il perdra, ok, peut-être entre 2 et 5% suivant les plateformes s'il fait les bons choix, ce qui est un pourcentage. Mais ça lui coûtera moins cher que des développeurs, un site et plus, et ça lui coûtera moins cher qu'une reprise d'activité en urgence parce que le site est down. Donc c'était peut-être pas la bonne approche que de se dire je vais faire mon site matambouille et pas le maintenir. Après, une autre manière de voir les choses, ce serait de dire si c'est un site qui fait pas vraiment de la vente mais de la vitrine, je vais pas mettre à WordPress. On met un site statique, on fait en sorte qu'il soit posé une fois quelque part, il bougera plus, il coûtera 0 à l'année, il coûtera que le nom de domaine soit 12 balles à l'année et pas de pourcentage, voilà. Enfin, il y a tellement de solutions, mais c'est justement dur d'arriver à faire le tri dans ce qui est viable ou dans ce qui va se retourner contre nous à l'avenir. Un problème de communication aussi, pour le coup, puisque le petit patron de société, il n'est pas forcément au courant de ce genre de choses. Enfin, un site statique, quand tu es un petit peu dans le milieu, bon, ça te parle tout de suite. Mais pour le commun, le Pékin lambda, en fait, dans la rue, site statique, WordPress, tout ça, ça parle pas. C'est un problème qu'on a dans tous les milieux. C'est triste et réaliste, fataliste même. On peut, j'ai des amis médecins, à supposer que j'ai des amis médecins. Bon, ils ont plein de super conseils pour que j'ai une vie longue et sans problème de santé.
Et pourtant, des fois, on fait des trucs débiles. On est là tous les trois à se parler avec une posture voûtée. Est-ce qu'on a bu assez d'eau? Je ne sais pas. Il y a plein de petits life hacks comme ça qui, quand on est dans le milieu, vont nous aider à avoir pas de soucis et une bonne longévité. Et quand on n'est pas dans le milieu, on n'est pas dans le milieu. Et voilà, on peut pas. Ce serait idéal que tout le monde ait les bons contacts et les bonnes solutions. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs beaucoup à essayer de faire un maximum de live, de contenu pour essayer d'expliciter, de vulgariser, de dire voilà, plutôt que de faire un site, puis un pentest, puis ça, on part sur les bonnes technos de base et on s'évite beaucoup de problèmes. Ouais, il n'y a pas de réponse magique. I wish, mais non. Les dépenses liées à la défense du web, à ton avis, est-ce que c'est à la hauteur de la menace? Admettons maintenant que je suis plus le petit patron de PME, mais j'ai une bonne grosse boîte, ça fait bien tourner. Mais à ton humble avis, est-ce que toutes ces grosses boîtes, elles dépensent suffisamment pour se Pour défendre? des grosses boîtes, oui, il y a un gros budget. Ils savent qu'ils ont beaucoup plus à perdre que de payer une équipe sécu, donc let's go. Et c'est pour ça que quand on travaille dans la sécu, c'est aussi là-bas qu'on est souvent le mieux loti, aussi bien en termes de techno qu'en termes de salaire, avantages et j'en passe. Si on parle des hôpitaux, non, c'est chaud. Il en manque beaucoup du budget et des efforts enfin, ça va se retourner et ça se retourne déjà contre nous. C'est pas Pourtant, c'est des du grosses tout. boîtes. Non, c'est pas des. Oui, ok, il y a des hôpitaux privés et là ils font un peu ce qu'ils peuvent. Mais c'est des corps de métier qui sont tellement différents les uns des autres qu'il y a des priorités qui sont plus prioritaires que ces priorités-là. Donc le budget va pas forcément là. Et c'est qu'on va dire, hein, mais il y a des choix qui sont des crève-cœurs. Si on a le choix entre mettre du budget à un hôpital pour que ce soit le service sécurité qui puisse attirer des rockstars et essayer de faire patcher et sécuriser un peu tout ça, ou faire en sorte qu'on puisse payer mieux le corps médical, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers, infirmières, que ce soit le petit personnel qui, pour avoir des missions là-dedans, c'est hardcore. Et si on pouvait les aider eux plus, enfin la sécu c'est urgent, et s'il n'y a plus de sécu, l'hôpital s'arrête. Mais si on les soigne pas un peu eux qui se donnent pour nous chérir, est-ce qu'on rate pas un truc avant? Et vu que déjà il n'y a pas de budget pour ça, à quoi bon parler de cyber? Je vais saper le moral à tout le monde, hein, je suis désolé, mais il y a quand même vraiment des questions qui sont pas faciles à trancher. Donc non, c'est pas à la hauteur de la menace, mais est-ce que ça peut l'être? Quand on sait que c'est les organismes qui te font le plus ransom, qui se font le plus target, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, les organismes critiques. Tu nous expliquais que les objets connectés, finalement, c'était aussi du web. Ça me fait penser, dans les hôpitaux, il y a pas mal d'objets connectés, que ce soit les scans, radiologie ou ce genre de choses. Et est-ce que ces objets connectés, est-ce que ça a une incidence sur la sécurité, en fait? Et surtout en web. Forcément. Ça fait partie de l'infra, donc oui, forcément. C'est tout autant d'endroits où un attaquant qui aurait pu se cacher va pouvoir rester. C'est des choses qui... C'est super dur de tester tout de manière unitaire. Si une infra se fait péter, on la remet à plat. Si une infra, plus la clim, plus le système de bâche du parking, plus toutes les caméras, plus les outils de santé, plus toutes les imprimantes, si tu sais pas où est l'attaquant, que tu dois tout refaire, pour peu que ce soit un truc avancé, qui soit dans une puce un petit peu caché bas niveau, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Donc oui, ça a une incidence déjà pour la persistance que peuvent avoir certains groupes. Après, c'est de la surface d'attaque en plus. Je pense qu'on a quand même la chance que pas mal d'IoT, considérés IoT, ne soient pas forcément exposés sur des WAN, ni même sur des LAN. C'est juste des outils de proximité, et donc ça limite un peu la portée des attaques, encore que on ait pu voir avec les attaques à la Blueborn, des attaques de très courte distance, mais qui vont se reproduire et faire les virus, quoi, hein, faire les virus avec chacun son téléphone dans sa poche, et ça se balade. Donc ça peut marcher comme ça. Après, je pense que là, on parle de l'IoT côté hôpitaux, mais c'est loin d'être le problème principal des IoT. Parce que les hôpitaux, il y en a beaucoup, ok, ils ont tous beaucoup d'appareils, ok, mais ce nombre-là, il est infime par rapport au nombre d'ampoules, de caméras, de tout ce que tu veux connecter que les gens ont chez soi. Et ceux-là, qui ont sûrement moins de sécurité que la partie médicale, et eux, ils sont vraiment exposés partout, hein.
Et la partie OT, là, je vois que ça discute un petit peu. Alors, ça discute Linky surtout. Mais moi, je pense à la partie OT. Je sais pas si tu as déjà touché à ça. Il y a forcément Acronyme de OT OT, Operational Technology. Operational Technology, ouais, c'est Ok, ça. en ce cas, on a l'acronyme. Mais qu'est-ce que tu... l'industrie. Ah, c'est toute la partie système industriel. Ouais, tout ce qui est SCADA, etc. Mais tu as des interfaces humaines, on va dire. Ouais. Tu as des web interfaces, tu as ce genre de trucs. Ouais, Tu as déjà ouais, bossé ouais, y a dessus tout ça. ou... Peu. J'en ai fait un peu. J'en ai fait un peu, aussi bien en conception qu'en contrôle. Mais c'est pareil, hein, c'est des vieux protocoles, c'est des technologies un petit peu archaïques. On a la chance que ce soit pas tout le temps exposé, encore que plus c'est monitoré, plus ça l'est. Et même si c'est pas en direct, un site, et ensuite on peut aller péter le système industriel qui est derrière et avoir du dégât. C'est d'autant plus flippant que ça a du dégât sur des vraies ressources avec des vrais humains qui travaillent dessous, donc c'est très chiant. Ouais, non, ça pour le coup, je pense que c'est malheureusement. Il y a pas mal de thèses intéressantes que j'ai pu lire à ce sujet, mais c'est encore un cran en arrière, point de vue. Enfin, les thèses ont des propositions ultra stylées sur comment hardener ces systèmes, comment augmenter la sécurité, mais je pense que les entreprises en sont pas du tout là, et autant changer une stack informatique et dire bon, on va changer tel logiciel, on va mettre ça à jour, ça se fait. Autant se dire on va aller changer les puces qui sont dans tous les bras robotiques pour aller faire en sorte que notre petit SCAD là, il soit aux normes du jour. C'est plus les mêmes coûts, c'est plus les mêmes temps de traitement. Et le temps qu'on fasse la mise à jour de tout le parc et qu'on ait les bons protocoles et qu'on ait un peu durci tout ça, il y a les versions d'après. Hein. C'est le temps informatique versus le temps matériel. Hein. Numérique versus matériel. Pour l'industrie lourde ou l'industrie de pointe, dans les deux cas, c'est tellement coûteux et long de faire une chaîne de traitement que quand ça tombe en marche, t'y touches plus. Limite, t'as envie de la couper du réseau plutôt que de, Ouais, plutôt mais que de la harden et de la modifier. En fait, moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est que, typiquement, tu vois, dans l'aviation ou ce genre de choses-là, ou dans la marine, en fait, tu tombes pas en marche. Tu es en marche, tout est construit comme ça. Et ta tolérance d'erreur est tellement basse que, normalement, elle n'existe pas. Normalement, statistiquement. Donc, tu vois, moi, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que d'un côté, c'est deux mondes qui s'opposent. C'est très beau ce que tu dis. C'est très beau ce que tu dis. Tu penses que dans ce genre de milieu, ça tombe pas en marche? Clairement, il y a des gens qui sont des tueurs de leur langage. Il y a pas mal de langages qui ont été faits pour assurer de la fiabilité et de la robustesse, plus que de la sécurité, avoir de la fiabilité. Il y a 15 000 systèmes qui vont se checker les uns les autres, mais des systèmes logiciels ou électroniques ou analogiques ou ce que tu veux qui tombent en panne dans un avion, il y en a autant que tu veux. C'est juste qu'ils sont tous redondés, qu'ils vont tous se fact-checker les uns les autres, et c'est d'autant plus méritant que dans un avion, t'as quand même la partie rayonnement magnétique qui peut aller te faire des bits flips, t'as quand même des fois des vibrations de fou malade, t'as quand même une complexité très très élevée. Donc ça tombe en marche, mais ça tombe en marche, et ils prennent le temps de faire en sorte de vraiment faire du diligence pour que tout le monde se fact-check les uns les autres, tous les composants, et que tout soit redondé, et qu'il y ait même les outils qui sont là pour faire souvent, parce qu'il y a des systèmes en 3 ou 5, on va avoir 3 composants ou 5 composants, et un moyenneur ou un outil qui va prendre le max des valeurs trouvées. Si tu en as un sur un système A3, tu peux corriger. Si tu en as 2, tu vas juste pas prendre d'action et attendre de voir la prochaine mesure ce que tu peux faire. Et on n'est pas trop mal. Mais même les systèmes qui font la mesure et la moyenne, même ceux-là, ils sont redondés en 2 ou 3 fois. Parce que si t'as tous les systèmes qui sont bien, mais que ton moyenneur ou ton arbitre, il se met à déconner parce qu'il a picolé un peu trop, tes systèmes en dessous, ils sont fiables, hein, mais... Donc, en fait, techniquement, ça ne change rien. C'est juste qu'au niveau de la démarche de sécurité globale, le côté défense en profondeur, etc., redondance, est appliqué jusqu'à ce qu'il y ait un risque résiduel qui soit quasiment nul, quoi. Il y a quand même quelques changements. Il y a quand même quelques changements parce que c'est des problématiques qui ont été vraiment bien prises en compte. Donc, ils prennent les langages adaptés, voire ils créent un langage quand il y en a besoin. S'il n'y a pas de framework, ils le recréent eux avec leurs besoins. Ils ont du legacy, ils ont des soucis aussi, mais il y a quand même vraiment un effort qui est fait pour limiter ça. Mais le problème de fond reste le même. C'est des humains qui font le code. Et les humains, on est tous juniors un jour, et on est tous fatigués un lundi matin, et on est tous seniors, mais avec
plus d'ego que de bon sens par moment, parce qu'on est quand même sacrément con des fois. Et voilà, on fait des bêtises, on fait du code moche, tous. Et ça Très se retrouve dans bien. les avions. On va avancer un petit peu, on va parler du futur maintenant. Et dans le futur, alors il y a 2 thèmes principaux qu'on va aborder. D'un côté, tu as tout ce qui est Web 3. Alors, on va peut-être revoir un peu ce que ça veut dire parce que c'est encore très nébuleux. Mais surtout, il y a le côté IA. Et on en a un peu trop entendu parler, je trouve, dernièrement avec ChatGPT. Aujourd'hui, tout ça, là, Web 3, IA, etc., c'est en pleine expansion réellement. Est-ce que c'est là qu'on va mener les futures batailles ou est-ce que c'est encore trop jeune, c'est pas encore là? Je me souviens quand je t'ai dit un peu avant l'émission que tout était web. Eh ben, Ah. le Web 3, c'est du web. C'est décentralisé, ok, on fait des transactions, la blockchain, tout ça, ok. N'empêche que, in fine, du Web 3, on va quand même avoir un site qui affiche une page HTML qui va être compris par le navigateur. Et du coup, sur ton super portefeuille sécurisé de la mort, bah, si tu as une XSS qui demande de faire le virement à ta place, c'est comme si tu avais un humain qui avait cliqué sur le bouton faire un virement. Donc au final, on a les mêmes problèmes. Ça déplace un peu le problème. Si on fait ça, on peut quand même vraiment avoir un bon mieux avec son wallet à soi, dans sa poche, avec un hardware qui a été vérifié. Et ça se passe un peu mieux. Mais pareil, on reste humain. Et ensuite, on apprend que Ledger s'est fait spoofer et qu'on a envoyé des faux Ledger à tout le monde. Et que du coup, on a fait sa transition et on s'est fait avoir comme tout. C'est le Web 3, il y a des trucs super, il y a de la résilience autant que possible, il y a un gros buzz marketing, trading crypto, NFT et j'en passe, qui lui nuit, je pense, gravement, parce qu'il y a de la technique, il y aurait des trucs géniaux, il y a des trucs géniaux qui sont faits d'ailleurs, mais à côté de ça, ça souffre. Ça souffre du buzz, je pense, plus que ça n'en bénéficie. Parce que le buzz permet quand même de récupérer des passionnés, de la thune, des moyens, de la visibilité, de faire avancer les choses, de mettre les sujets devant. Mais je pense que l'engouement est trop par rapport Enfin, que l'engouement financier et le côté buzz est trop par rapport à ce truc qui est déjà merveilleux, que toutes les techniques et technos sous-jacentes qui sont sorties. Ça, c'était le Web 3, mais tu avais le côté IA dans la question aussi. Et côté sécu, du coup, ça. Ouais. Ah bah, côté sécu, Web 3, si on parle de Ethereum et autres, bon bah il y a des contrats, il y a du code, il y a une VM qui va essayer de parser le Bitcoin, pas du tout, le bytecode et de le process. Bon bah il y a des integer overflow, underflow, il y a des soucis dans la stack, il y a des soucis de réentrance, il y a des soucis de tous les mêmes, hein. On prend les mêmes et on recommence globalement. Même s'il y a certaines approches qui, une fois de plus, sont un peu plus solides. Mais je pense que petit à petit, on va porter tous nos bons bugs du Web 2 en Web 3 et on va se mettre bien. Moi, le Web 3, pour moi, c'est un truc où je me fais poncer en CTF. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer succinctement la différence entre le Web 3 et le Web 2? Imagine, je suis un noob, j'y connais rien. C'est quoi la différence avec les technologies d'aujourd'hui, enfin d'hier, du coup, et le Web 3? Ok, alors clairement, je suis pas la personne référente en Web 3, donc je vais pas être là. Ce que je peux donner, c'est la vision que j'en ai moi, pour avoir touché un Ouais. petit peu des challenges, mais je suis loin d'avoir la connaissance sur tout l'écosystème. Pour moi, le Web 2, c'est le classique, un serveur, une requête, basta. Le Web 3, il y a deux notions en plus. La première, c'est la notion de on met tout ce qu'on peut en peer-to-peer. On va essayer de faire héberger ça sur aussi bien des blockchains que des endroits de stockage partagés, mais en donnant qu'une petite partie d'informations à chaque utilisateur pour pouvoir en bénéficier. Par exemple, je fais rentrer, à tort peut-être, je ne sais pas, dans la partie Web3, les systèmes IPFS, pour Interplanetary File System, où on a un file system redondé, ultra disponible, où on répartit nos données sur l'ensemble de tous les gens du réseau. Il y a des impacts sécu, bénéfiques, néfastes, il y a les deux. Il y a la partie microtransactions. Le Web3, il y a un truc, c'est que ça lie très fortement l'aspect financier à l'aspect technique. Un échange de code, de token, une requête, ça prend clairement en compte un échange financier ou un coût pour celui qui le fait, comme pour ceux qui vont la traiter, qui font partie du réseau. Donc moi, c'est ça, c'est à la fois le financier, à la fois le côté départagé, décentralisé, et la partie aussi, on y reviendra, mais blockchain avec, on va essayer d'ancrer tout ce qui est fait pour que le passé ne soit pas répudiable.
J'avais pas mal lu sur le Web3. Moi, ce que j'avais compris, en plus de ce que tu viens de dire, ce qui le caractérise réellement, c'est le côté possession, en fait. Le Web2, c'est vraiment de l'affichage et Bah de ouais, ça c'est la partie interaction. non-répudiabilité. C'est clairement la non-répudiabilité. C'est une fois qu'on a dit je possède ça, on a fait des blockchains, des hashes, des salt, on a monté la difficulté, et on a fait continuer les chaînes et il y a un consensus de groupe vu que c'est décentralisé. Enfin, et en plus c'est décentralisé. Tout le monde a son consensus et si au bout d'un moment quelqu'un se dit bah écoutez non maintenant c'est moi qui ai la vérité et ça s'est pas passé, bah t'as juste 99,9% de utilisateurs qui vont le regarder en disant ben tu déconnes gros, non ça ne s'est pas passé comme ça. Donc clairement il y a la non-répudiabilité qui est prise en compte et c'est un peu comme un cadastre. En soi il y a déjà ça dans la partie il y a presque ça. La partie non-répudiabilité, elle est déjà là dans le cadastre qu'on a dans la vraie vie. Dans la partie tirage, loto et autres jeux d'argent, parce qu'il s'est fait via notaire, plus scellé, plus mis dans un système. Ils ont déjà des blockchains avant l'heure. Ils avaient déjà des blockchains avant l'heure. C'était juste moins populaire, moins communiqué. Mais c'est des systèmes qui existent depuis longtemps. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est un consensus, tout le monde qui y a accès. Donc, outre le fait que ce soit non répudiable, si toi tu le changes et que tu t'amuses à refaire le calcul depuis des années, bah il y a plein de gens qui sont là pour te dire j'ai pas trop la même version moi parce que moi ma fiche elle dit pas ça. Niveau, comme disait Lotus, il a parlé de ChatGPT juste avant. C'est fini ça, c'est fini. Ils ont sorti ChatGPT. ChatGPT, Ouais. tu poses des questions, ça fait miaou 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 en réponse. C'est fini. Ça va, c'est des chats, c'est sur internet, ça va battre ChatGPT. Non, ChatGPT, c'est cool. L'IA de manière générale, c'est cool. Il y a des trucs super cool en caractérisation, en génération, que ce soit dans la tech, que ce soit dans l'art. Il y a vraiment plein de dingueries à faire. Et c'est génial. Est-ce que ça mérite le buzz que ça a actuellement? Je pense que oui. Ça me fait chier de le dire parce que ça a explosé et t'en entends parler de partout. Mais oui, c'est insane. Il y aura des concurrents, il y aura des challengers, il y aura des gros changements. Mais je pense que c'est à pas grand chose pour l'instant, mais on est qu'au début, d'être une grosse révolution au même titre qu'Internet l'a été. Internet, ça a été prendre toute la donnée et la mettre petit à petit accessible, et maintenant on est noyé sous la donnée, donc avoir un copain prompt IA qui te compulse la donnée et te la synthétise, on revient dans un monde dans lequel on peut avoir des trucs décents. C'est pour ça que Google se fait déglinguer et qu'ils essayent de pas trop traîner pour leur sortie de Bard. C'est parce que c'est solide. Ça répond à une vraie problématique. Ça s'applique, nous, énormément en IT parce que on fait du code, ça a été entraîné sur des milliers de repos, donc c'est pratique. Mais à côté de ça, le nombre d'applications est juste insane. Tu veux faire quelque chose, tu sais pas quoi faire de ton dimanche. Tu tapes qu'est-ce que je fais dimanche. Ça te sort des idées. Tu dis non, j'aime pas ça. Et tu dis bah non, mais en fait on est 3 et il y en a une qui est allergique au gluten et il y en a un qui adore courir. Ça te trouvera des idées. C'est génial. Donc ouais, c'est bien pour un peu tous les cas, même pour la santé. Il y avait déjà de l'IA beaucoup dans la santé, dans l'analyse d'images et ça remet en place aussi un peu la partie diagnostic. Est-ce que ça va le remplacer? À terme peut-être. Actuellement, ne faites pas des consultations de ChatGPT, allez voir un médecin, s'il vous plaît. Mais c'est déjà un premier pré-tri, un premier aiguillage qui est ultra puissant. À ton niveau, est-ce que ça a déjà un impact sur ton travail? Ouais. J'ai un collègue qui est très fan d'IA qui commence à l'utiliser pour la partie reconnaissance de données personnelles. Lupin de son pseudo, très chouette gars. Et moi, je commence à l'utiliser pour savoir si... En fait, il y a tellement de formats de stack trace, tellement de formats de... Je sais pas, de bugs, de comportements anormal. Si on veut essayer de tout automatiser dans le traitement... Donc, je fais beaucoup de fuzzing web, hein, j'adore ça, c'est mon dada. Si on essaye d'automatiser pour dire, est-ce que tu as vu un contenu reflété? Est-ce que tu as vu... je sais pas, une stack trace, est-ce que tu as vu un header en plus, et avoir les regex, ou en tout cas le code et la logique pour analyser tout ça, c'est un taf monstrueux. Faire le parsing pour mettre des points d'injection aux bons endroits, avant les headers, après chaque égal. Ah non, je suis dans du JSON, c'est dans des quotes. Ah non, c'est un int parce que machin. Ah non, c'est un... Le parsing de toutes ces choses-là,
actuellement, c'est fait par plein de stacks technologiques qui font leur part du job. Et overtime, des milliers de devs qui ont un peu fait en sorte que tout ça s'imbrique. Si de mon côté, j'essayais d'avancer sur mon faiseur en disant je vais recoder tout ça, ça va pas très bien se passer. Il y aura des problèmes de parsing, il y aura des bugs, ce sera flaky. Si je me dis c'est best effort, j'aurai pas tout, mais je donne le bon prompt pour dire petit IA, maintenant ce que j'ai envoyé moi à la page c'est ça, je pense que la techno c'est ça. Est-ce que tu peux me dire si dans le retour de la page que tu as eu, tu as des choses intéressantes, que ce soit reflété, que ce soit sur le temps de réponse que je t'ai donné, que ce soit sur un ID qui était 1 et qui ensuite valait 2, donc ça a changé des données sur la page, donc on pourrait supposer qu'on a de l'impact, mais ça se trouve c'est juste du texte random qui change à chaque fois que tu réfléchis. Ça permet quand même de synthétiser une fois de plus énormément de choses. Et là où on fait de la sécu et on va se dire oui, mais le SaaS, Software as a Service, c'est inadmissible, là, on va pas exposer la sécurité des clients. Et ChatGPT, c'est bien, c'est fine-tune, mais il y a plein de trucs qui tournent en local, faut pas l'oublier, c'est plus de taf. C'est pour ça que c'est moins communiqué, mais il y a moyen de tout faire en local sur sa machine, même sans avoir des GPU énormes, parce qu'on va louer les GPU infra as code, on y retourne, on est très content. Et une fois qu'on a ça et qu'on a entraîné nos modèles en ayant payé, je sais pas, 100, 200, 300 balles, même à supposer qu'on se dise on fait claquer, on fait chauffer la carte bleue, on fait 1000 balles pour entraîner des modèles, le gain de temps et de code et de maintenabilité et les trouvailles qu'il y aura derrière, c'est tellement fort que si on essaie de se faire un peu de bug bounty ou de recherche, on sera rentabilisé. Tu vois, quand on avait reçu Podavirus, à un moment, il nous avait parlé des groupes APT et il nous avait pris l'exemple de SolarWinds qui s'était fait pawn par je sais plus quel APT. Et ils avaient remplacé un des binaires dans leur update et ensuite ils avaient arrosé tous les gens qui se servaient de ça. Est-ce que, à force d'utiliser des chats GPT, par exemple, imagine on fait un bond dans 3 ans dans le futur, ChatGPT a pris la possession de la planète, on a des petites instances aux 4 coins du globe, les gens ils runnent ça en local dans leur entreprise et tout. Sauf qu'au lieu de faire, je sais pas moi, une occurrence tous les 6 mois, ils en font toutes les semaines, tu as une image tu vois, du modèle, etc. Et puis un jour, tu as, à tout hasard, une APT de Corée du Nord, par exemple, qui arrive sur la mage d'origine, qui met un implant à l'intérieur, une backdoor, peu importe, quelque chose, qui fait que d'un coup, tous les codes de toute la Terre qui utilisent ChatGPT pour générer, je sais pas moi, des templates, tu vois, des trucs comme ça, des pages de code ou quoi, se fait instantanément backdoorer. Est-ce que c'est pas juste un risque qui est monstrueux de se reposer sur ce problème. C'est un problème, mais c'est un non-problème. On a tous un kernel Linux, un kernel Windows. Un APT qui va aller péter l'un des 2 OS principaux et faire ça, c'est fini. Et voire même plus que ça. Si on regarde les parts du marché, on est à un pourcentage énorme à avoir Google Chrome installé, que ce soit Windows, Linux, Mac et autres. Et on a aussi du Puppeteer qui tourne dans les infras pour aller faire des navigateurs headless, pour faire du rendering de template et tout. Actuellement, tout est tellement intriqué que si on a une petite backdoor à un endroit ou d'un autre, c'est fini. Après, il pourrait y avoir des trucs marrants côté IA, mais en soi, on est déjà exposé à ça. C'est pas une nouvelle faille. Par contre, il y aurait des trucs incroyables, à savoir faire un petit truc dans le modèle pour que, ou même en dehors du modèle, juste sur la partie site de ChatGPT, pour que dès que quelqu'un copie-colle une ligne de commande, en fait, ce soit pas un copier-coller, ce soit un copier du texte qu'on voit, mais qu'en fait, il y a un bout de JS dans la page, qu'à y mettre un snippet, et quand le mec code la commande que ça lui a généré dans son shell, ça lui colle autre chose que la commande qu'il a vue, et c'est fini. Si tu mets un entrée juste après ta commande, quand tu colles, ça s'exec, c'est fini. Ouais, donc en soi, il y aurait plein de choses, mais je pense vraiment pas que ce soit... Je pense que c'est mineur par rapport à tout la surutilisation des mêmes librairies de partout. Ouais, alors, ok, d'accord, mais tu vois, on a un problème en IT, le Shadow IT, qui est quand même assez visible au bout d'un moment. Je veux dire, tu arrives rapidement à détecter si tu as des Google Drive connectés en plein milieu de ton infra. Là, comment est-ce que tu fais pour détecter, alors j'ai peut-être une partie de réponse, comment est-ce que tu fais pour détecter le dev qui était en télétravail et qui allait chercher ses enfants et qui n'avait pas le temps de finir la page de code, qui a demandé à ChatGPT de terminer et qui vient d'inclure une faille de sécurité dans ton code sans que tu le saches? En fait, on lui dit, écoute, t'as fait... Attends. C'est une IA, elle a été entraînée
elle va faire ce que tout le monde fait. Si le mec, il va pas chercher sa feature, mais aussi sa faille de sécurité dans ChatGPT, il va aller la chercher sur Stack Overflow. S'il va pas la chercher sur Stack Overflow, il va la créer lui-même en codant un code fait maison. Au contraire, je pense qu'OpenAI, si tu lui dis génère-moi un code qui fait cette feature sécurisée, eh ben, tu as une chance que ça se passe bien. Alors que avant ça, tu avais 99% de chances que ce soit la première réponse Stack Overflow qui soit prise et que ça se passe en best effort, quoi. Donc non, je pense que ça résout le problème, ou en tout cas, c'est un outil, donc ça résout le problème pour les gens qui utiliseront ça de manière consciencieuse. Mais bien sûr, si on veut juste automatiser son travail et dire je prends mon board Jira, clic droit, exporte, importe dans le chat GPT, fais-moi les features, copier-coller, ça part. Emballer, c'est peser, je suis dev. Confier la création de code, l'analyse de code, la sécurisation des outils, ce genre de choses à ChatGPT, peut-être pas actuellement puisque c'est encore les balbutiements entre guillemets, même si c'est impressionnant. À ton avis, c'est vraiment acceptable? Ouais. Oui, parce que de la même manière, ok, je vais me faire bâcher pour ça, vraiment. Il y a plein de gens qui disent oui, mais un robot qui fait les diagnostics et qui va nous dire qu'on a telle maladie à la place d'un autre, moi c'est inadmissible, je veux un humain. Je respecte extrêmement le travail des soignants, mais un humain, ça va avoir les connaissances d'un humain dans une vie. Et ça va voir avec des yeux d'un humain. Et ça va pas avoir de sonde de température, si ce n'est quelques relevés à voir. Alors qu'une IA qu'on aurait vraiment informé d'un maximum de nos signaux vitaux, à un instant T, plus le placer, plus qui aurait compulsé les données de plein de médecins dans plein de pays, dans plein de langues avec des savoir-faire différents, voilà, moi je suis curieux de savoir ce qu'elle dit cette IA quand même. J'écouterais l'humain. J'écouterais et je serais même très content d'avoir un second avis, soit l'humain de la machine, soit la machine de l'humain. Mais maintenant ou bientôt, s'il y en a un des deux à choisir, je pense que le diagnostic machine, s'il me semble pas aberrant, j'aurais envie d'y aller. J'ai envie d'y aller parce que je vois le code que quelqu'un peut produire et je vois le code qu'une machine peut produire et je me dis bon, on aurait pu éviter ce genre de problème. Et puis, si on y réfléchit, on s'est déjà appliqué. Il y a ma maman, coucou maman si tu regardes ce live, qui était chargée de com pour l'Office de lutte contre le cancer. Et donc, elle voyait la partie relecture de mammographie, donc les cancers du sein. Et ça fait belle lurette, pour un exemple parmi beaucoup, que c'est analysé par de l'IA. Et l'IA ou la détection, comme on peut l'appeler, peu importe, hein, c'est différentes techniques pour un même besoin, trouve beaucoup plus de... Même à l'époque, même je parle de ça, même il y a 10 ans, quand c'était fait, ça trouvait déjà beaucoup plus d'anomalies et donc détecter des cancers plus tôt qu'un humain. Parce que pour une tâche très précise, c'est mieux. Parce que ça n'a pas la limitation d'un humain. Limitation de temps, de connaissances, de fatigue. Il peut y avoir des bugs, ok, et c'est pour ça que quand on a un doute, on demande une relecture à un humain, et qu'un humain, il va travailler, je sais pas combien d'heures, il va être fatigué. Bon, si tous les cas importants, ça dépend de si on dit, si l'humain il doit dire oui, non, peu importe, les cas importants à traiter, rien n'empêche de tous les faire repasser dans une moulinette pour vérifier si c'était vraiment important ou si on n'a pas fait un faux diagnostic. C'est des outils, pas s'en aider, c'est dommage. Une dernière question, on a vu énormément sur YouTube peu importe les réseaux en fait, des questions qui disaient est-ce que ChatGPT va remplacer les développeurs, va remplacer tout le monde en fait, hein, peu importe le métier. On avait la vidéo qui apparaissait. Côté pentester et chercheur, ce sont des métiers aujourd'hui en grande partie on va dire qui sont réservés aux humains. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un OpenVAS GPT ou un Nessus GPT qui va pop, une IA entre guillemets entraînée pour faire ce genre de tâches-là, et qui va nous flinguer notre boulot? Ah, il y a moyen. Il y a moyen, mais après, je pense que ce sera une brique du composant logiciel. Parce que là, actuellement, l'IA, elle peut analyser des résultats, elle peut générer des corpus, elle peut faire des choses, mais tu dis à une IA qui est là pour... Donc là, on est encore sur des bots conversationnels actuellement. Si on dit à une IA, vas-y, teste ce site, elle va dire ah ouais, mais attends, mais moi j'ai pas le bon logiciel. Est-ce qu'elle,
il y aurait tout un écosystème extrêmement complexe à prévoir pour qu'elle puisse récupérer les bons outils, qu'elle puisse, le cas échéant, analyser. Ça me semble un gros bordel. Hein. En fait, ok. Pour moi, qu'une IA puisse s'atteler à une tâche et le faire bien, il faut qu'il y ait de la standardisation ou qu'on puisse forcer un certain niveau de normalisation des données. Est-ce que tu es déjà tombé 2 fois de suite sur un tool de pentest qui se lance correctement? Je vois nos russes morts de rire. Non, mais concrètement, on a tellement d'outils, tellement de disparités. Oui, on pourra avoir des choses, on pourra avoir un best effort, on peut avoir un moteur qui dit on fait un premier crawl, on donne le crawl à une IA, on lui dit vas-y, fais-moi tes heuristiques, quels outils je devrais lancer dessus. Et ensuite, on peut faire en sorte qu'il y ait un programme qui mange l'output de l'IA. On lui dit dis-moi en JSON, qu'est-ce que je fais? Elle sort le JSON, et avec JSON, on dit vas-y, on va faire. Telle commande, puis telle commande, puis telle commande. Il faudrait qu'il y ait un peu un orchestrateur ou une deuxième IA. Mais en tout cas, actuellement, oui, on y viendra, peut-être. Mais actuellement, juste un bot conversationnel, c'est pas assez. Mais c'est un bon outil.